Suite d'LCI Midi, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez, c'est un plaisir que de vous retrouver avec nos experts, nos équipes sur le terrain. On va parler sécurité, immigration, voilà d'autres sujets, ils sont nombreux pour le gouvernement Barnier. Nous sommes avec Fabrice Leggeri, merci beaucoup d'être avec nous, député européen, Rassemblement National, ancien directeur de Frontex. On va écouter un ministre qui ce matin a fait un discours remarqué sur le thème de la sécurité. Il s'appelle Bruno Retailleau et c'est le nouveau ministre de l'Intérieur. Discours remarqué même. La politique de la majorité nationale avec 3 priorités. Vous les retiendrez facilement. La première, rétablir l'ordre. La deuxième, rétablir l'ordre. La troisième, rétablir l'ordre. Parce que je crois à l'ordre. L'ordre comme condition de la liberté. Quand il n'y a pas d'ordre, c'est la liberté d'abord qui est menacée. Fabrice Leggeri, c'est un discours que vous entendez, vous le qualifiez, vous l'avez apprécié ? Oui, nous pouvons voir d'un bon œil la nomination de M. Retailleau comme ministre de l'Intérieur et en particulier son discours sur le rétablissement de l'ordre va dans le bon sens. On peut espérer en tout cas que les attentes exprimées par plus de 11 millions de Français dans les urnes lorsqu'ils ont voté pour le Rassemblement national et qui demandaient de l'ordre, de la sécurité, on peut espérer que en tout cas, le discours de M. Retailleau sera attentif à ces attentes des Français. Maintenant, nous jugerons dans les actes, car nous savons que le gouvernement est plus complexe que cela et des discours sur la fermeté, nous en avons connu pendant les années passées, encore même avec M. Darmanin, donc nous jugerons sur les actes et en tout cas pour nous les actes ce seront rapidement des mesures pour la sécurité, pour le rétablissement de l'ordre, mais aussi pour la lutte contre l'immigration illégale. Alors on va y venir bien évidemment, vous restez avec nous, vous intervenez quand vous voulez. Benjamin Morel, tiens, la sécurité revient. Alors, sur le champ des préoccupations des Français, la sécurité en fait partie, l'immigration aussi. Pas que, on a l'impression que les dossiers urgents se bousculent, on y reviendra, mais la place de la sécurité, elle est importante pour les Français, où Bruno Retailleau risque de se retrouver cornérisé dans ce gouvernement. Il ne sera pas forcément cornérisé, mais la réalité, c'est que malgré tout, il aura une marge de manœuvre très limitée. D'abord parce que, quand on parle du ministère de l'Intérieur, on parle d'un champ très précis. Prenez par exemple les peines, la politique pénale. Ça ne relève pas de lui, ça relève de Didier Migaud. Et on a construit un tandem entre étrange tandem. Étrange tandem, oui et non. C'est-à-dire que, souvenez-vous du dernier, Gérald Darmanin, Éric Dupond-Moretti, il est assez classique. On est monté d'un cran, là. Éric Dupond-Moretti avait Acquitator, souvenez-vous, à l'origine. Donc il y avait vraiment une volonté de mettre en vis-à-vis quelqu'un qui vient plutôt de la gauche, quelqu'un qui incarne plutôt une vision qui serait une vision de gauche, en effet, de la politique pénale, même si ça n'a jamais été un laxiste, Didier Migaud, et de l'autre côté, quelqu'un qui vient évidemment de la droite dure. L'autre élément, c'est que, pour faire quoi ? Prenons l'immigration. Une loi sur l'immigration aujourd'hui serait profondément problématique. Pourquoi ? Parce qu'il faudrait faire l'unanimité, ou en tout cas avoir l'aval et du RN et du MoDem, si vous voulez avoir une majorité. Ensuite, la plupart des dispositions de la dernière loi immigration ont été censurées par le Conseil constitutionnel pour des raisons de forme au mois de décembre, on s'en souvient, mais plus tardivement, LR a fait un référendum d'initiative partagée, ou a tenté d'en faire un, en reprenant tout ce qui avait été censuré. Résultat, le Conseil constitutionnel a dit que sur le fond, beaucoup de dispositions est inconstitutionnelle. Donc la loi immigration de Bruno Retailleau, vous comprenez bien qu'elle va devoir passer entre les gouttes de l'inconstitutionnalité avec une majorité qui n'existe pas. Ça va être compliqué. En revanche, il y a une bataille que va mener Bruno Retailleau, et cette bataille, il va l'avoir en commun avec Didier Migaud, c'est la bataille de l'argent. C'est-à-dire qu'on va avoir des grosses réductions budgétaires. Or, il y a 2 lois de programmation. Une loi de programmation pour la justice, une loi de programmation pour les forces de sécurité et la police. Et les 2 lois de programmation sont très menacées dans leur application parce que il n'y a plus beaucoup d'argent et que Bercy va tenter de rogner. Donc, pour les 2 ministres, si jamais vous voulez avoir une politique pénale et une politique de sécurité efficace, il va falloir maintenir ces engagements budgétaires. Et ça, c'est pas gagné. Marie Gaillazo, est-ce que Bruno Retailleau va pouvoir aller au-delà de son discours d'introduction. Discours clairement, on le verra peut-être avec vous Damien, discours aux Français.
Oui, alors ce qui est sûr, c'est que sa nomination, c'est quand même un signal fort envoyé aux électeurs du Rassemblement national, qui joue la carte à 300% avec voilà, ce triptyque de rétablir l'ordre. Il répond à une demande d'autorité très forte, en fait, parmi les Français. Après, il y a cette difficulté, en effet, de ce binôme gauche-droite, voire extrême-droite, qui risque de compliquer la tâche. Après, il faut rappeler que l'immigration, la sécurité, en termes d'enjeux prioritaires pour les Français, c'est pas la priorité des priorités. Et c'est vrai, quand on étudie, par exemple, le vote pour le Rassemblement national, on se rend compte qu'il est quand même très fort, notamment dans les zones rurales, où la question de l'immigration n'existe pas réellement. Donc, du coup, c'est aussi, voilà, il y a des effets de discours. Il y aura évidemment la difficulté à mettre en place une loi d'immigration extrêmement compliquée. Et puis, il y a aussi les enjeux prioritaires des Français qui ne sont pas forcément ceux-ci. Alors, on va parler d'immigration dans un instant, puisque le Premier ministre s'est exprimé hier soir sur la question. Mais Fabrice Leggeri, comment voyez-vous le tandem ? Tout à l'heure, nous étions avec un représentant d'un syndicat de police. Il demandait à voir, il n'était pas si pessimiste que ça, mais entre un Didier Migaud et un Bruno Retailleau, les réunions, et notamment au niveau des services, risquent d'être très très compliquées. Vous connaissez bien, vous, cette maison, ce ministère de l'Intérieur ? Oui, je crois qu'effectivement, donc il y aura tout d'abord la bataille du budget, ça a été dit par les orateurs précédents, donc il faudra sanctuariser en particulier le budget de la LOPSI pour le ministère de l'Intérieur. Et puis, il faudra veiller à ce que les budgets alloués au ministère de la Justice soient utilisés à bon escient. Et là, c'est la question de l'idéologie qui va prévaloir au ministère de la Justice. Donc, c'est la question du tandem entre M. Retailleau et M. Migaud. On a été évidemment habitués au pire avec M. Dupond-Moretti. Donc certains pourraient dire ça ne peut pas être pire que ça. Mais en tout cas, les Français attendent le rétablissement de l'ordre et de la sécurité, ce qui nécessite évidemment le rétablissement du bon fonctionnement de la justice. Moi, je note tout simplement que M. Migaud, c'était en 2007, il a peut-être changé d'avis depuis, on le verra à l'œuvre, mais il avait voté, en tant que député à l'Assemblée nationale, il avait voté, M. Migaud, contre les peines planchées, et il avait également voté pour abolir, supprimer un délit qui permettait de poursuivre, par exemple, des ONG qui facilitaient le séjour irrégulier des étrangers clandestins. Donc, M. Migaud a un passé à gauche, et il faudra le voir dans les actes aujourd'hui, en particulier dans le tandem avec M. Retailleau à l'intérieur, et puis de manière plus générale dans le gouvernement de M. Barnier, y compris par rapport à l'Europe, parce que les questions de sécurité et d'immigration peuvent aussi se traiter, doivent se traiter au niveau de l'Union européenne. Moi, je suis député européen, je constate que la famille politique de M. Retailleau et de M. Barnier, les Républicains, ici à Bruxelles au Parlement européen, ont fait quand même alliance avec les socialistes, les Verts, pour faire élire Mme von der Leyen. Je vous propose d'écouter dans quelques instants le Premier ministre. Il s'est exprimé sur le sujet de l'immigration. Écoutons juste peut-être Didier Migaud, parce que, et on verra ça avec vous, ils ont peut-être tous compris quelque chose dans ce gouvernement, c'est qu'à un moment donné, il va falloir parler aux Français et qu'ils seront peut-être jugés par les Français. Écoutons le nouveau garde des Sceaux. Le défi principal auquel j'entends m'atteler, je pense que mes expériences passées comme élu local, national, comme premier président de la Cour des comptes, comme président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique vont m'y aider, je l'espère, c'est de renforcer, vous l'avez évoqué, la confiance des citoyens dans l'institution judiciaire. Car la défiance dans nos institutions est un mal injuste, mais réel, qui ronge le vivre ensemble, ne reconnaît pas les efforts accomplis et nie l'intérêt général, alors que celui-ci devrait primer par-dessus tout. Daniel Fleureau, rétablir la confiance, c'est
c'est le maître mot de ce gouvernement. Oui, ça peut paraître... certains rient jaune, je pense, en entendant Didier Migaud dire cela. Il présidait jusqu'à ces dernières heures la Haute Autorité pour la transparence de la vie politique. Et beaucoup d'élus nous disent, sous couvert d'anonymat, que cette autorité a peut-être fait plus de mal pour la vie politique que de bien, dans la mesure où on est aujourd'hui, selon eux, dans l'ère du soupçon. On va aller fouiller dans le patrimoine des élus, certes, mais aussi de leurs conjoints, de leur famille, etc. etc. Donc, après, Didier Migaud, effectivement, il dit renouer le lien. C'est plutôt sain, non ? Oui, non, mais sans doute, jusqu'à peut-être, certains disent, une certaine limite dans la transparence de la vie politique, au risque finalement, de faire renoncer certains parce qu'ils n'ont pas envie de voir leur le patrimoine de leur conjoint étalé, et combien de mètres carrés, la résidence secondaire, etc. etc. Ensuite, renouer le lien de confiance, oui, je dirais que c'est un peu ce que peuvent dire tous les membres du gouvernement aujourd'hui, l'école, la santé, la justice. Si on le prend à rebours, ça veut dire quand même que il n'y a plus de confiance du tout. Mais ça, les études d'opinion nous le montrent, nous le disent, le révèlent mois après mois, année après année. Les scrutins avec un taux de participation, même si on a eu un contre-exemple récemment, nous le montrent aussi, ce désintérêt des Français, même certains disent ce dégoût des Français vis-à-vis de la politique. On va voir, ils ont une responsabilité, ces membres du gouvernement, c'est de mettre effectivement en musique l'action incarnée par Michel Barnier, qui pour l'instant bénéficie d'une cote de popularité plutôt assez élevée, 58% d'opinion favorable. Cela le place dans le haut du classement des premiers ministres quand ils sont arrivés en responsabilité. On va le voir. Ils ont une feuille de route, chacun a une feuille de route très simple, celle de Bruno Retailleau, il l'a résumé de l'ordre. Il faut dire, je me permets, que le ministre de l'Intérieur a vu son périmètre réduit uniquement au sujet de la sécurité, parce que les territoires partent chez Catherine Vautrin, parce que l'outre-mer est relié directement et rattaché directement au Premier ministre avec François-Noël Buffet qui dirige ce ministère ô combien important dans la période. Donc la feuille de route pour chacun des membres du gouvernement est très claire. À eux ensuite de réussir sans excès, sans fioriture, le Premier ministre... C'est le mot d'ordre. Hein. Voilà, sans esbrouf. Voilà, c'est intéressant le sans esbrouf. À mettre en musique très rapidement pour en fait jouer l'opinion contre les partis. Parce qu'en fait, ça va être ça le sujet de Michel Barnier. Il sait que l'Assemblée, dès le 1er octobre, sera un chaudron où on aura des députés du Rassemblement national. La reine. Voilà. C'est Blandine et les lions. Enfin là, c'est Barnier et les. Mais si Michel Barnier réussit à créer ce lien, Michel Barnier et son gouvernement avec les Français, s'il réussit à passer quelques messages, notamment par l'intermédiaire des médias, par des déplacements au contact, et que cela prend, est-ce que les partis voudront prendre la responsabilité. Prendre la responsabilité de faire chuter à nouveau pour qu'on recommence un cycle de 2 mois de discussion, de négociation pour trouver un exécutif. C'est ça la question. Alors l'autre sujet, je vous laisse la parole bien évidemment, l'immigration. Michel Barnier, le Premier ministre, s'est exprimé hier sur le sujet et on en parle. On va faire des choses pratiques pour maîtriser et limiter une immigration qui devient souvent insupportable et qui d'ailleurs conduit à ne pas bien accueillir ceux qu'on accueille chez nous. Et c'est aussi un problème d'humanité, comme je viens de le dire. Il n'y aura pas d'idéologie, il n'y aura pas de sectarisme, il y aura des mesures pratiques comme tous nos voisins en prennent, et on va essayer de les prendre aussi en bonne intelligence avec eux. Alors, Fabrice Légéry, on va vous écouter dans un instant, mais Benjamin Morel, le Premier ministre, est obligé de prendre ce dossier à bras-le-corps. Oui. Il en a déjà parlé, bien évidemment. Il en a déjà parlé. C'est un sujet qui est prégnant. Il sait que de toute façon, on va l'attendre. Il sait qu'on va l'attendre en effet, il sait également que sur ces sujets, les marges de manœuvre sont quand même très limitées, parce qu'il y a le niveau européen, parce que, on l'a évoqué, mais il y a des sujets de constitutionnalité, de conventionnalité, que parce que par ailleurs il n'y a pas de majorité. Donc on est essentiellement, il est intéressant d'écouter quand il prend notamment l'exemple de l'Allemagne, et quand il parle de petites choses qui seraient en fait du volontarisme politique. Ce que font aujourd'hui les Allemands, il y a beaucoup de choses qu'on fait déjà nous, et par ailleurs... nous on l'a fait. Le contrôle aux frontières, on continue de le faire. On l'a fait pour les JO.
On l'a déjà fait et c'est souvent... Après les attentats ? C'est souvent des mesures actuellement très politiques. Vous avez échappé que hier, il se passait un autre truc, des régionales, enfin des élections dans un land en Allemagne. Et donc, pour Olaf Scholz, il s'agissait de montrer les muscles sur ces sujets-là pour éviter que l'AfD arrive en tête. Il a gagné, mais d'une petite pichenette. Ah, mais ça a peut-être fonctionné ? Ça a fonctionné, mais de manière tout de même J'ai dit relativement peut-être, réduite. Et donc, ce faisant... Non, mais ça veut dire que des politiques peuvent être contraints de partir sur ces terrains-là, bien évidemment, tout simplement parce qu'il faut tenir politiquement. Là, on va être tout à fait clair, c'est pas tant tenir l'opinion que tenir une majorité. C'est-à-dire qu'actuellement, si le Rassemblement national vote la motion de censure proposée par la gauche, ils l'ont fait sous la précédente législature, le gouvernement Barnier, adieu. Donc il va falloir donner des gages au Rassemblement national, donner des gages également à LR, d'où le fait qu'avec des capacités d'action très contraintes, on risque d'avoir, malgré ce que dit le Premier ministre, une avalanche de communication. Fabrice Hilgeri est toujours avec nous. Votre réaction à ce qu'a dit le Premier ministre et ce que disait Benjamin Morel, cette épée de Damoclès que vous représentez à l'Assemblée au-dessus du gouvernement Barnier. En fait, sur ce sujet. Nous ne représentons pas une épée de Damoclès, nous incarnons la voix de 11 millions de Français qui ont demandé notamment une immigration contrôlée, c'est-à-dire en fait mettre un terme au chaos migratoire. Alors le Premier ministre Barnier était prudent, il a parlé de mesures pratiques. Et donc ça veut dire qu'il a évidemment conscience qu'il ne pourra probablement pas avoir les coups des franches avec le président Macron. Et donc on peut spontanément penser à un rétablissement plus ferme, en tout cas plus systématique des contrôles aux frontières intérieures de la France, sur le modèle de ce que le gouvernement social-démocrate allemand, M. Scholz, a décidé il y a quelques jours. Je pense qu'il faut également, pour juger l'efficacité ou la sincérité, la volonté de lutter vraiment contre l'immigration illégale, est-ce que ce gouvernement Barnier pourra reproposer un projet de loi, notamment les dispositions qui avaient été écartées par le Conseil constitutionnel pour des motifs de pure forme. Et puis, nous le savons, il y a des motifs qui ont été écartés pour des raisons davantage de fond, de constitutionnalité. Et tout cela montre la pertinence de la proposition de Marine Le Pen, candidate à la présidence de la République, pour faire vraiment voter les Français sur une révision constitutionnelle. Mais on voit bien que le gouvernement Barnier est un gouvernement de transition et que le vrai cheval de bataille, ce sera lorsque Marine Le Pen sera présidente de la République pour faire adopter une révision constitutionnelle en matière migratoire. Alors, on va avancer pas à pas. Oui. Je vais juste peut-être intervenir sur cette question. Pour moi, je vois quand même deux risques à vraiment mettre la focale sur l'immigration, parce que la demande de sécurité, d'ordre et d'autorité des Français ne se résume pas à la gestion de l'immigration en France. Et le deuxième risque, c'est aussi Il n'y a pas forcément ou pas tout le temps de corrélation, c'est ce que vous dites. Non, en fait, nous, on le voit dans nos études, la corrélation, elle ne vient que dans une partie, en fait, de l'électorat. Et surtout, il y a une demande de sécurité, mais au sens multiple du terme, c'est-à-dire... Oui, c'est la sécurité du quotidien. C'est la sécurité du quotidien, c'est la lutte contre toutes les incivilités, c'est le vivre ensemble dans sa commune, c'est aussi l'accès aux services publics, c'est l'autorité à l'école, c'est remettre des figures d'autorité, de confiance dans la société. L'État doit revenir dans la rue. Voilà. Et quelles que soient les formes d'ailleurs. Du coup, je pense que c'est un double risque, parce que premièrement, ça ne répond pas complètement en fait, aux attentes des Français, et deuxièmement, le risque, c'est qu'il prépare le terrain en 2027 pour Marine Le Pen, parce que sur ce sujet-là, les électeurs préféreront toujours l'original à la copie. Alors, ce qui est intéressant également, ce sont des réactions ce matin au cours des passations de pouvoir sur ce thème, d'ailleurs, de l'immigration. Alors, les deux que vous allez entendre sont sur le départ. Ils sont même déjà partis. Il s'agit de l'ex-porte-parole du gouvernement Prisca Thévenot et de l'ex-ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Mais les deux vont siéger à l'Assemblée. Voilà, donc on va les écouter et comme ça vous allez mieux comprendre, on en parle juste après. Il est assez évident, si nous sommes honnêtes, que si je m'étais appelé Moussa Darmanin, je n'aurais pas été élu maire et député, et sans doute n'aurais-je pas été ministre de l'Intérieur du premier coup, comme ma jeunesse m'a porté à ces responsabilités fortes. Ça n'aurait retiré rien de mon éducation
rien de mon mérite, rien de mon amour de la France, mais il faut regarder les choses en face. Je suis la fille de 2 immigrés qui m'ont appris l'amour de la France, le respect de notre République et le choix du silence face aux polémiques. Je suis la preuve qu'on peut être binational et profondément patriote française. Il n'y a pas de Français de papier, mais bien des Français tout court. Et ça, c'est intéressant. C'était ce matin. On reprend les termes sur l'immigration, sur la sécurité. On le voit bien, le gouvernement Barnier est sous surveillance. Ah, il est sous surveillance, il est sous surveillance en réalité de ces deux pôles. C'est-à-dire que d'un côté, on a déjà parlé du Rassemblement national qui pourrait faire tomber le gouvernement, mais également de son aile gauche. Et dans l'aile gauche, il faut comprendre la gauche de la Macronie et le MoDem. Et cette aile gauche a montré qu'elle pouvait être extrêmement inquiète de la présence de certaines personnalités au sein du gouvernement, de la présence d'une orientation politique qu'elle juge trop à droite du gouvernement, avec un centre de gravité qui tout de même a fondamentalement évolué. On est passé, depuis la précédente législature, d'un gouvernement macroniste que laissait vivre LR, un gouvernement LR plus macroniste que laisse vivre le Rassemblement national. Mais comment vous l'interprétez, ces prises de position ? On est quand même sur les perrons de bâtiments représentant l'État lors de passation de pouvoir où il y a quand même toute la presse. Donc tout va être disséqué, on est en train de le faire. Il ne faut pas non plus se mentir, il y a également une mise en récit de soi-même. C'est-à-dire qu'il s'agit de se vendre soi-même, de vendre son parcours, de mettre en avant le fait qu'on a été un très bon ministre et qu'on vient de catégories inférieure, de l'immigration, etc. Et que donc, ce faisant, l'ascension sociale a été importante, était apportée au crédit du titulaire du poste. Donc cette mise en récit, elle rentre dans un logiciel idéologique, elle rentre également dans un logiciel de promotion personnelle. Il y a aussi l'idée qu'il y a quand même eu un front républicain très important lors des dernières élections et que du coup, il ne faut pas se mettre à dos non plus toute cette partie de l'opinion. Et on le voit aussi là dans les études qu'on réalise, la polarisation très forte que on nous vend, à la fois dans la parole médiatique, politique et en règle générale, finit par vraiment lasser les Français qui ont aussi besoin de ciment, de collectif. Et du coup, il y a aussi une histoire à faire avec des gens qui de toute façon sont français comme vous et moi et que du coup c'est aussi prendre en compte cela parce que le Front républicain en fait la différence s'est jouée quand même sur cette libération de la parole qu'on a pu voir au moment où il y avait un peu la crainte de l'arrivée au pouvoir, enfin en tout cas du RN et donc du coup ce gouvernement qui en effet avait anciennement 2 jambes, droite et gauche, ne peut pas faire fi de son passé totalement. Alors Prisca Plevneau qui dit être binational, on peut l'être bien évidemment, mais également patriote. Grâce à nos équipes du service politique, on a eu sa réaction parce que après cette phrase, bien évidemment, on s'est posé la question en direction de qui, pourquoi. Écoutez-la. Il n'y a aucun tacle, ne voyez aucun tacle, rappeler qui on est et ce qu'on a envie de faire ensemble, et j'insiste sur ensemble, c'est pas un tacle, au contraire, c'est rappeler nos ancres, et je sais qu'on y arrivera et qu'on arrivera ensemble, exigeants et vigilants, mais surtout responsables. On doit faire en sorte que ça fonctionne, et je peux vous le dire, ça va fonctionner. Fabrice Leggeri, cette séquence, vous la voyez comment ? Vous la sentez comment ? Oui, tout d'abord, moi je n'entrerai pas dans des spéculations sur les prénoms que les uns ont ou auraient pu avoir ou auraient pu ne pas avoir et les fonctions auxquelles ça les aurait destinées. Je crois qu'on pourrait trouver de nombreux exemples et contre-exemples. En ce qui concerne le fait d'être français et d'avoir l'amour de la France, bien entendu, Jordan Bardella a répété tout au long des meetings pendant les élections, la campagne des européennes et celle des législatives, qu'on peut être né étranger hors de France et puis devenir français. Il a cité l'exemple de sa propre famille venue d'Italie dans les années 50 ou 60, me semble-t-il. Donc je crois que tout cela montre un petit peu que voilà, ce sont des petits positionnements maintenant de ministres sortants qui se positionnent par rapport au gouvernement Barnier. Mais en tout cas, le Rassemblement national est très clair dans sa ligne, que je viens de vous rappeler. Merci beaucoup Fabrice Leggeri d'avoir été avec nous.